sud-est, mais aujourd'hui tout est gâté. L'armée est divisée, les étudiants sont divisés, la société est divisée, même nos mères au marché sont divisés. Oh Lord, mon pays va mal, mon pays va mal. Nous sommes les seuls à proposer ça, alors restez à l'écoute. Mon pays va mal. Avant ne parlait pas des chrétiens ni des musulmans, mais aujourd'hui ils ont tout gâté. L'armée est divisée, les étudiants sont divisés, la société est divisée, même maman au marché sont divisés. Oh Lord, mon pays va mal, mon pays va mal, mon pays va mal, de mal en mal, mon pays va mal. Nous manquons de remèdes contre l'injustice. Nous sommes les seuls à proposer ça, alors restez à l'écoute. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à votre émission. Il est olé, mais mon pays va mal. Comme d'habitude, ça se passe au Groove Station Canada. Mon pays va mal, de mal en mal, mon pays va mal. Et aujourd'hui, nous avons une belle émission pour vous, car nous avons avec la mairesse de l'arrondissement Villeray Saint-Michel Parc Extension. Bien sûr, Madame Juliana Fumagali. Aujourd'hui, on est chanceux car on a les deux David avec nous. On a notre chroniqueur sportif et bien sûr notre chroniqueur de la culture. Nous prenons une petite pause et nous revenons tout de suite avec notre invité et nos collaborateurs. Un média qui vous apporte l'information et le divertissement que vous désirez au rythme de la diversité. Tapez Groove Station Canada ou allez sur TuneIn et suivez nos émissions en direct. Nous sommes sur toutes les plateformes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Le chemin de l'information, c'est nous, Groove Station Canada. Groove Station Canada. Et oui, le chemin de l'information, Groove Station Canada, justement, on va sur le plateau avec nos collaborateurs, notre invité, mais juste avant d'aller avec nos collaborateurs, et on fait un petit coucou à la mairesse, Madame Juliana, comment allez-vous? Mais ça va très bien, merci, et je suis très contente d'être ici parmi vous. Merci d'avoir accepté l'invitation. On va pouvoir parler un peu de Madame Juliana et bien sûr de l'arrondissement Villeray Saint-Michel Parc Extension. Avec plaisir. Et mes deux collaborateurs, David Chalot ou David Nicolas, avec qui que je commence. Mais moi, je vais aller avec le vrai David, le premier. Comment ça va, David? Bonsoir, merci les unions. Je salue Madame la mairesse qui est ici présente. Je salue l'autre David. Et puis, je salue tous les internautes. Je pense qu'on va passer un très bon moment. Mais aujourd'hui, il faut dire la rubrique qu'on va parler, c'est quelque chose que j'ai vu dans le livre de Maxime Victor, 40 ans de prison, 50 de travail forcé. Il y a une rubrique que j'ai réfléchi là-dedans, mais je suis surpris de lire ça aussi dans son livre. Je vais partager ça un peu avec le public. Justement, on a hâte d'entendre David Nicolas et notre chroniqueur sportif, David Chalot. De quoi tu vas nous parler? Aujourd'hui, je vais vous parler un peu du tennis, la MLS, la NFL, puis un peu d'NCA. Ça a bougé beaucoup à Montréal, surtout dans le coin de Villeray, les métros Jean Talon et des Castelnau. Il y avait beaucoup d'actions en fin de semaine. Et pardonne-moi, je ne t'ai même pas demandé comment ça va. Je sais que tu étais malade. Ah non, mais tu sais, j'aime ça parce que tu sais que je vais toujours bien. Yes, on aime ça. Quand on est arrivé sur Groove Station Canada, on est guéri. Justement, nous prenons une petite pause musicale et nous revenons tout de suite avec notre invité. Nous sommes les seuls à proposer ça, alors restez à l'écoute. Le pays va mal, mon pays va mal, mon pays va mal, de mal en mal, mon pays va mal. Avant ne parlait pas des nordistes ni des sudistes, mais aujourd'hui tout est gâté. L'armée est divisée, les étudiants sont divisés.
divisée. La société est divisée. On écoute présentement l'homme Tikenja, le pays va mal. Mon pays va mal. Mon pays va mal. Mon pays va mal. De mal en mal. Mon pays va mal. Avant ne parlait pas de chrétiens ni de musulmans. Mais aujourd'hui, ils ont tout gâté. L'armée est divisée. Les étudiants sont divisés. La société est divisée. Même maman au marché sont divisés. Oh Lord. Nous sommes les seuls à proposer ça. Alors, restez à l'écoute. Mon pays va mal, de mal en mal. Mon pays va mal. Et oui, on revient sur le plateau. On vient juste d'écouter Tikenja, le pays va mal. Et comme d'habitude, une belle émission pour vous. La récréation, ça se passe au Groove Station Canada. Et aujourd'hui, nous avons la mairesse de l'arrondissement Villeray Saint-Michel Parc Extension. Bonsoir, Madame Juliana. Mais bonsoir. Vraiment, là, c'est comme je te disais tantôt, là, c'est un plaisir d'être ici avec toi et évidemment avec tous les internautes. Et Madame Juliana, on a connu Madame Juliana par rapport à être une militante syndicale, communautaire, quelqu'un qui s'est beaucoup impliqué avant d'être dans la politique. Mais juste avant de parler de ce côté-là et de la politique, est-ce que c'est possible de nous parler de Madame Juliana? Vous êtes d'origine italienne? Oui, effectivement. Moi, je suis née ici à Montréal, mais mes parents et mes grands-parents, ce sont eux qui ont immigré ici. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais du côté de ma maman, lorsque mes grands-parents sont arrivés d'Italie, ils sont allés vivre à Parc Extension. Oh. Wow. Oui, où j'habite. Excellent. Et à partir de quand est la passion pour le communautaire est venue vers vous? Ben, je pense que c'est quelque chose qui fait un peu partie de qui je suis. Je pense que s'impliquer dans sa communauté est comme un devoir. C'est quelque chose qu'il faut faire, partager ce qu'on a, partager ce qu'on sait. Je pense que c'est important pour une communauté. Et donc, ça fait partie, j'ai vu mes parents le faire. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui allait de soi. C'est pas juste aller au travail, on s'investit au travail, oui, et c'est pour ça que je suis devenue déléguée syndicale, parce que pour moi, c'était pas juste faire mon boulot, mais c'est de voir comment est-ce que je peux contribuer à ce que tout le monde soit bien dans son milieu de travail, et ensuite, mais ça a été aussi, mais qu'est-ce que je peux faire moi dans ma communauté, dans mon milieu de vie? Je pense que c'est ça qui fait qu'une personne est complète, c'est quand on est vraiment impliqué dans les différentes sphères de notre vie. Exact. Et ça fait qu'on est aussi une personne qui est beaucoup plus riche. Justement, en tant que déléguée syndicale et aussi militante du milieu communautaire, et vous avez pris la direction de faire de la politique. D'où vient cette flamme-là pour la politique, quand on sait que c'est deux mondes différents, quand on dit c'est deux mondes différents, de l'autre côté, on est en train de revendiquer ce que la politique ne donne pas. Oui, je pense que j'avais pas vu ça comme ça. Quand je suis arrivée à Parc Extension, il y a quand même un peu plus de 20 ans, rapidement, je me suis impliquée parce que je voyais que on n'avait pas il y avait des organisations communautaires, évidemment, mais pour les citoyens, j'ai pas vu qu'il y avait un endroit où tous les citoyens pouvaient venir et entre citoyens discuter et réfléchir collectivement à notre avenir. Et donc, c'est ce que, après avoir vu d'autres expériences dans d'autres quartiers, je me suis dit, mais tiens, un comité citoyen dans Parc Extension, ce serait extraordinaire. Et c'est un peu comme ça que l'implication directe dans la communauté de Parc Extension est arrivée. C'est à la formation de ce comité de citoyens-là. Mais j'imaginais jamais que le saut en politique allait être si différent, si difficile. Il y a énormément d'obstacles. Donc, c'est pas juste se faire élire, c'est de... Il y a un travail derrière ça. Il y a un travail pour se faire élire, évidemment, mais c'est beaucoup plus complexe. Et c'est pas parce qu'on est élu
qu'on peut forcément changer les choses. Parce qu'évidemment, si je me suis présentée en politique sans avoir un passé en politique active comme tel, c'est parce que je voulais changer les choses. Je voulais m'assurer que la voix des citoyens et des citoyennes soit vraiment entendue et que ce soit cette voix-là qui soit portée. Mais c'est, après ça, dans les faits, un peu plus complexe. C'est pas aussi facile que ça peut avoir l'air. Alors, Madame la mairesse, je voudrais juste une lumière. Quand vous étiez militante, par exemple, il y a des choses que vous avez revendiquées, mais quand vous avez investi maintenant le côté de politique, est-ce que vous voyez les revendications précédentes n'ont pas la même vision quand vous êtes dans la réalité? Est-ce que vous faites la différence dans ça? Ben, c'est clair. Voilà, maintenant, oui. Ah ouais, oui, vrai. parce que c'est une chose dire on revendique dans la rue, etc. Là, maintenant, je suis dans une position d'autorité. Donc, c'est l'application maintenant de cette vision-là. Cependant, c'est pas toujours aussi simple de dire « Ah ben voilà, je suis élu, je vais faire telle ou telle chose. » Il y a des règlements, il y a des paliers aussi d'intervention. Par exemple, on peut, je sais pas, au niveau de l'immigration, on peut dire « Mais moi, je voudrais que telle chose change au niveau de l'immigration, mais c'est pas à mon niveau. » C'est au niveau fédéral, peut-être à un niveau provincial, mais c'est clairement pas au niveau municipal. Donc là, on se rend compte que on a des champs d'intervention qui sont propres à nous. Je peux décider, et c'est pas moi non plus seul, ça c'est l'autre affaire. C'est pas parce que moi je suis élu que toutes les décisions se prennent juste à mon niveau. Il y a d'autres élus, et après ça, on travaille en collaboration avec les fonctionnaires aussi. Donc, c'est travailler avec les règlements, travailler avec l'administration en place et travailler avec les autres élus. Donc, ça fait que tout prend une autre dimension. Justement, vous êtes élu en 2017 en tant que la mairesse de l'arrondissement. Et quand vous étiez élu, c'était quoi votre premier projet pour l'arrondissement? Il y en avait tellement, c'est ça, ça a été ça un peu le... On voulait tout faire. Donc, et tu peux pas tout faire, il faut effectivement prioriser. Et ce qui clairement est devenu quelque chose qu'il fallait en premier lieu faire, c'était au niveau du logement. Mais c'était pas tant au niveau de l'accessibilité au logement, parce qu'on parle aujourd'hui beaucoup de l'accessibilité aux logements sociaux, mais particulièrement... en m'assoyant, et je n'étais pas la seule, à la table avec les intervenants sur le terrain au niveau de l'habitation et des logements, ça a été que c'était la salubrité. Donc, avant même de parler d'accessibilité au logement, c'était mais s'assurer que les logements qui sont existants soient salubres. Et donc, ça a été la première chose que je trouve qu'il y a eu un impact et ça a été long à mettre en place et sur lequel on a travaillé, mais ça a été vraiment de faire un formulaire pour aider les citoyens et citoyennes de l'arrondissement à dénoncer, pas nécessairement tout le temps dénoncer, mais en tout cas, quand ils venaient tant au niveau de l'arrondissement que des groupes de logements et de locataires, c'était de dire, si j'ai des coquerelles, qu'est-ce que je fais? On a créé un formulaire, tout le monde ensemble, avec les fonctionnaires, pour que ce processus soit simplifié et que peu importe la langue qu'on parle, on puisse comprendre. Donc, il y a des pictogrammes et on a facilité beaucoup des processus qui, avant, avaient certaines lourdeurs. Et ça a été la première chose qu'on a eu à faire. Donc, avant même de dire, est-ce qu'on peut avoir des logements sociaux, c'est, est-ce qu'on peut avoir des logements qui sont salubres. Ça a été la première bataille. Justement, pendant qu'on parle des logements sociaux, on sait que le quartier Saint-Michel, ça n'a jamais été facile. Non. Et quand on voit le taux de chômage qui est le double par rapport à Montréal ou le Québec, et aussi les décrochages scolaires, et comment vous racontez cette réalité-là pendant que Saint-Michel pouvait avoir beaucoup d'opportunités par rapport à plusieurs
élu par rapport à plusieurs responsables de l'arrondissement. Et de votre côté, et c'est quoi le travail que vous avez fait pour pouvoir améliorer cette situation de Saint-Michel? À Saint-Michel, la particularité, c'est qu'effectivement, c'est l'arrondissement, il y a 4 districts. Donc, aux 2 extrémités, on a Parc Extension et Saint-Michel, donc 2 districts excessivement défavorisés, avec des particularités différentes. Et dans Saint-Michel, une des particularités, c'est l'éloignement du centre, le manque de transports en commun qui sont efficaces, rapides, et la question du logement. Parce que pour avoir même accès à des logements sociaux, on a des terrains, donc on peut en construire, et on en construit énormément de logements sociaux. Le problème, c'est le loyer médian. Quand on fait une analyse de combien coûte un loyer moyen, donc médian à Montréal, mais les loyers à Saint-Michel sont plus bas. Et donc, ça fait que l'accessibilité aux logements sociaux devient compliquée. Parce qu'au niveau de trouver un logement, il est plus facile et moins cher de trouver un logement au niveau du secteur privé qu'au niveau des complexes d'habitations sociaux qui sont construits. Donc ça, c'est une discussion qu'on a à avoir entre élus pour rapporter ça à la ville-centre, par exemple, au niveau de la division de l'habitation, parce que ça, c'est une réalité. Tu vas prendre un logement dans Saint-Michel, mais c'est moins cher le prendre Ailleurs? Dans un privé. Parce que les loyers sont quand même moins chers qu'ailleurs. Mais ce n'est pas parce que c'est moins cher que la population peut pour autant se le permettre. Donc, il y a énormément de variantes qui font en sorte que c'est complexe et c'est difficile à Saint-Michel parce que le manque de revenus fait que même si le loyer moyen est moins cher qu'ailleurs à Montréal, il reste que pour la population qui habite là, c'est cher. Ouais. Justement, quand on parle de manque de revenus, on parle de le taux de chômage qui est immense à Saint-Michel. Votre population est très jeune. Comment vous faites pour combattre ces taux de chômage-là pendant qu'on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont à la recherche d'emploi? Qu'on dit à la recherche d'emploi, qu'on ne retrouve pas d'emploi, ça peut amener à beaucoup de choses dans ce quartier. Alors, c'est là quand on voit les différents paliers. Donc, au niveau de l'emploi, ce n'est pas à mon niveau, mais c'est sûr que Est-ce qu'il n'y a pas un travail en collaboration avec les autres pouvoirs pour pouvoir amener? C'est clair. Et il y a quand même, la première chose, c'est la persévérance scolaire. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas la recette et l'unique recette du succès, c'est le diplôme, c'est pas vrai. On peut réussir sa vie sans avoir de diplôme, mais il reste que c'est plus difficile et on a beaucoup plus de défis lorsqu'on n'a pas un diplôme. Alors, pour moi, il est clair que d'avoir des diplômes, de rester à l'école, de rester accroché, ça nous donne des opportunités et ça nous même permet de voir parfois élargir nos horizons. Tu vas à l'école secondaire, puis là, il y a tellement de projets de bénévolat dans le quartier. Ah, tu dis, mais moi, dis donc, je pourrais un jour travailler au Cirque du Soleil parce que dans le fond, j'aime ça jouer avec l'éclairage. Donc, il y a beaucoup plus à faire au niveau de l'éclairage ou au niveau du son, etc. Quand on commence à participer à différents projets, on se rend compte qu'il y a énormément d'opportunités et parce qu'il n'y a pas toujours des gens qui peuvent être nos modèles pour nous dire « Ah, mais regarde ce que moi je fais ». Donc, parfois, il faut soi-même se créer ces modèles, il faut soi-même chercher ces opportunités. Et le plus qu'on reste dans un environnement où il y a une structure, donc soit à l'école, soit dans des camps de jour, soit dans des activités parascolaires, ça va aider à élargir nos horizons, à développer nos capacités, nos talents. Parce que moi, ce que je vois quand je me promène dans le quartier, c'est les talents. Je suis allée, juste tantôt avant de venir ici, je suis allée au parc René Goupil et il y avait des jeunes du camp de jour La Grande Porte, des petits, 4e, c'était la petite, elle m'a dit, je suis maternelle 4 ans, et donc de maternelle 4 ans à la 3e année, mais juste, ils étaient en train de faire des marqueurs à la peinture pour leur jardin qu'ils avaient commencé en début de saison avec leur groupe de camp de jour, qui est un petit lopin de terre qui a été prêté pour l'été par les logements qui sont là sur la 25e avenue. Et il y a une petite qui
a fait un crayon. Tout à fait très simple. Alors, elle, d'un côté, elle a fait son crayon, de l'autre côté, elle a fait un autre dessin. Et il y avait un autre gamin qui, lui, a vraiment pris son marqueur, le petit morceau de bois, et il a vraiment dessiné son crayon des deux côtés. Et ils sont tout jeunes. Et ils n'avaient eu aucune indication, aucune règle, à part de se tenir, être assis et dessiner, à peindre. Et tu vois qu'il y a du talent. Tu vois qu'il y a de la créativité. Et donc, il faut voir comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que cette créativité-là, elle est nourrie. Exact. Et si on trouve des façons de canaliser ces énergies-là, moi, je ne suis pas en mesure de leur trouver un emploi. Mais nous, on finance les camps de jour. Nous, on finance des activités parascolaires. On s'assure que nos parcs soient bien entretenus pour qu'il y ait des activités, pour que les enfants puissent aller dans nos piscines, dans nos gymnases, etc. Donc, si ces enfants-là ont réussi à les faire participer aux différentes activités, je pense que là, on va leur permettre de se nourrir. Plus de chances de réussir. C'est ce que je pense. Exact. Et on sait que l'arrondissement a beaucoup de défis par rapport, on a parlé des logements sociaux, on a parlé le taux de chômage, on a parlé aussi le taux de décrochage. Et vous et Madame Plante, et ça ne va pas très bien. Et la question, est-ce que c'est facile? Comment atterrir avec tous ces projets-là pour pouvoir aider cet arrondissement-là qui a beaucoup de problèmes quand ça ne va pas avec la mairesse de Montréal? De ma perspective, moi, je pense qu'au-delà des différences politiques, à partir du moment où on est élu, il faut mettre la politique de côté. Et c'est de la façon que moi, je travaille, même avec les conseillers de l'arrondissement. On met nos différences politiques de côté parce qu'on a un seul et unique objectif qui est commun, c'est le bien-être de nos citoyens et citoyennes. À partir du moment où ça, c'est l'objectif commun, la politique, en termes de parti ou de vision, en tout cas, en termes de parti politique, ça n'a plus sa raison d'être. Parce que la préoccupation principale, c'est comment est-ce qu'on s'assure que le bien-être des citoyens et des citoyennes est atteint. D'après une radio-sœur et Mme Valérie Plante, qui est la mairesse de Montréal, elle aurait dit que vous n'avez pas la légitimité de diriger l'arrondissement. Vous pensez quoi? Ah ben là, moi je pense qu'elle se trompe. Mais c'est pas parce qu'elle se trompe qu'on ne peut pas travailler ensemble. Premier point. Deuxième point, la légitimité, je l'ai, vu que je suis encore mairesse. Il n'y a personne qui peut m'enlever ça que par une élection. Et j'ai la légitimité parce que ce sont les gens qui m'ont élu. Et donc, tant que les gens ne retournent pas aux urnes, je suis complètement légitime dans le poste que j'occupe. De plus, ce qui arrive aussi, vous venez du quartier. Donc, vous êtes encore plus légitime que quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui vient et qui est élu. Ben merci. C'est ce que je pense. Je veux dire, comme je vous ai dit, ma famille est arrivée à Parc Extension dans les années 50. Et j'habite là depuis 20 ans, donc j'ai vu le quartier changer. J'ai grandi à Montréal-Nord, donc juste à côté. Donc moi, la Saint-Michel, là, je l'ai... Ouais. Dans le sang. Oui, je l'ai dans le sang. Oui, vraiment. Et j'avais beaucoup d'amis ici à Saint-Michel, donc je venais ici souvent et je sais quelles sont les difficultés. Et donc, je le sais que quand on habite ici à Saint-Michel, au coin de la 25e et Grande Prairie, mais pour se rendre au centre-ville, c'est pas si simple. C'est loin, c'est compliqué, il faut s'organiser. Et donc, et je sais qu'en termes de... Les jeunes ont besoin de bouger, ont besoin d'activités. Donc, c'est pas facile, même juste dire, mais on va aller au parc Frédéric-Bac. C'est une préoccupation pour moi. On est collé sur le parc Frédéric-Bac, mais quand on habite au coin de la 25e et Grande Prairie, mais c'est pas si simple que ça. C'est différent. Ou au coin de Robert et la 24e, c'est pas si simple que ça de se rendre au parc Frédéric-Bac, qui est un des plus grands parcs de la ville de Montréal. Ce n'est pas si simple. Alors, et ce sont des préoccupations que moi j'ai. Et ce qui est important pour moi aussi, c'est pas que moi seul je prenne une décision ou que les autres élus on prenne des décisions ensemble. C'est que
les choix qu'on fait doivent être des choix de la communauté. Qu'est-ce qu'on fait avec la carrière Francon? C'est pas à moi seul de décider qu'est-ce qu'on va faire dans la carrière Francon. Il faut que la population de Saint-Michel dise qu'est-ce qu'eux, ils veulent. Le problème, c'est que les gens, souvent, même ne savent pas que la carrière Francon existe. Et donc, qu'il y a un potentiel incroyable pour le développement de Saint-Michel, pour le désenclavement de Saint-Michel. Et donc, comment est-ce qu'on fait? Il faut qu'on se parle et il faut que les gens puissent interagir avec nous, parce que oui, je suis légitime, les autres élus sont légitimes, mais on a besoin de travailler avec la communauté. Ça, c'est la vision que moi j'ai de la politique. C'est pas parce que moi je suis investi de ce pouvoir que je suis seul à exercer le pouvoir. Le pouvoir doit aussi venir... C'est un travail d'équipe. C'est Et je sais que mon collègue David a une question juste avant de laisser le micro à David. Et oui, c'est vrai que vous êtes légitime, ce que vous avez dit. Et moi, la question qui me préoccupe, c'est plus... Est-ce que c'est facile? Quelles sont les difficultés vu que le projet Montréal, c'était votre parti avec Mme Valérie Plante et qu'on connaît les difficultés de ce quartier-là? C'est quoi qui est difficile d'amener tous ces projets-là vers le cabinet de Mme Valérie Plante? Et aussi, c'est comment votre collaboration par rapport à les conseillers d'arrondissement ou le député de l'arrondissement? Avec M. Benjamin, tout va bien. Au niveau fédéral, il y a des élections, donc on ne sait pas qui va gagner. M. Benjamin était le conseiller dans Saint-Michel, donc il connaît les problématiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut travailler ensemble parce qu'il sait quels sont les pouvoirs de la municipalité, quels sont les pouvoirs maintenant au niveau provincial. Donc, ça fait qu'il y a une fluidité. Et, comme je disais, malgré les différences politiques, moi, je pense que beaucoup de choses, de toute façon, se passent au niveau de l'arrondissement. Donc, beaucoup de décisions sont prises au niveau de notre arrondissement. Et donc, ça, c'est de concert avec les conseillers, de concert avec les fonctionnaires. Donc, à ce niveau-là, c'est peut-être plus complexe parce que je suis indépendante, mais il reste que je travaille très fort pour m'assurer que la voix des Michellois, des Michelloises et de tout le monde qui habite dans l'arrondissement soit entendue. Merci. Alors, je fais un retour sur le chômage. Je sais que dans cet arrondissement, le chômage est quand même élevé, mais je sais que vous avez posé ces problèmes dans votre équipe. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce qu'il y a des décisions clés que vous avez prises pour dire, on doit lutter contre ce taux de chômage et voici les chemins, voici les décisions qu'on doit prendre? Est-ce qu'on a réfléchi sur des décisions clés pour essayer d'améliorer cette situation? Comme je disais tantôt, au niveau de l'emploi, ce n'est pas un domaine municipal. Donc, ce n'est pas une responsabilité municipale. Mais, ceci étant dit, on a quand même une commissaire au développement économique au niveau de l'arrondissement. Avec elle, notamment, on fait une activité au mois de novembre qui s'appelle le Forum économique de Saint-Michel. Et en termes de quand on dit vision, mais moi, j'ai demandé, je ne sais pas si on va être capable de le faire cette année, mais peut-être que ce sera l'année prochaine si on ne peut pas le faire cette année, mais c'est de s'assurer qu'il y ait, par exemple, tout un volet d'économie sociale. Donc, ça, c'est des choses que nous, on peut faire. Lors de ce forum économique de Saint-Michel, on va demander aux différents entrepreneurs qui sont dans le quartier de venir. Parce que nous, on veut que économiquement le quartier se développe. Et il y a énormément de gens qui ont des petites entreprises. Et donc, c'est de voir comment est-ce qu'on peut inviter les jeunes à venir voir qu'est-ce qui se passe au niveau des employeurs. Ça, c'est une chose qu'on peut faire. Donc, concrètement, le Forum économique de Saint-Michel démontre la volonté de l'administration de soutenir l'employabilité. Ça ne donne pas des emplois directement, parce que ce n'est pas de notre sort, mais ça démontre cette volonté à vouloir travailler le volet économique. Mais puisque vous dites que ça ne revient pas à vous, mais est-ce que vous rencontrez parfois les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprise pour essayer de poser le problème? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Chaque fois que je les rencontre, et j'en rencontre plusieurs, c'est toujours de mettre de l'avant
les jeunes de Saint-Michel, et pas juste les jeunes, mais les gens qui habitent dans Saint-Michel et dans l'arrondissement. C'est une plus-value, et les employeurs, ça le reconnaissent. Plus ton employé habite proche de son lieu de travail, plus ça va être bénéfique pour l'entreprise. Et donc, les entrepreneurs le savent et souvent vont s'installer ici, justement parce qu'il y a énormément de gens qui sont prêts et disponibles à travailler. Et je vais revenir avec le Frédéric Bach ou le Carrière Miron, justement. Et il y a eu tout un débat par rapport à les déchets à Saint-Michel. Ça a été quoi votre opinion par rapport à le dépôt de ces déchets à Saint-Michel? Ma position, c'est clair. Elle est claire, ma position. Pour moi, c'est assez dans Saint-Michel. Donc, et ça a été réglé. Donc, la question était à savoir si on allait avoir le centre de tri dans la carrière Francon. Et ma position, elle était claire, c'était sans équivoque. Pour moi, c'était clair que ça ne pouvait pas venir à Saint-Michel. Et pourquoi? Parce qu'on a entendu que ça pouvait créer des emplois et ça pouvait donner quelque chose à les gens de Saint-Michel. Vous avez dit non. Et pour quelle raison que vous avez dit non? Est-ce que encore Saint-Michel reste encore la poubelle? Est-ce que c'est pour ces raisons? Ben, notamment, moi, je pense qu'on a demandé combien d'emplois pouvaient être créés avec l'arrivée d'un nouveau centre de tri. Et les nouveaux centres de tri sont hautement mécanisés. Donc, dans les faits, en termes d'emploi, il n'y en a pas tant que ça parce que tout est vraiment mécanisé. Alors, moi, j'estime qu'il y a moyen de trouver d'autres façons de trouver des emplois beaucoup plus intéressants pour nos jeunes et pour des moins jeunes que d'aller travailler dans un centre de tri. Déjà en partant. Ensuite, effectivement, moi, je pense que c'est assez dans Saint-Michel. Il y a eu les deux carrières, donc l'extraction dans la carrière Francon et dans la carrière Miron de tout le matériel qui a été extrait de là. Ensuite, il y a eu les poubelles dans le parc aujourd'hui qui est Frédéric Bach, donc dans la carrière Miron. Il y a eu le dynamitage. Donc, pendant qu'on extrayait, c'était par dynamitage. Donc, les gens de Saint-Michel ont beaucoup, beaucoup souffert en termes au niveau de leur environnement propre et en termes aussi les conséquences environnementales qui ont des conséquences sur leur santé. Et je pense qu'il faut, c'est là où mon rôle en tant que mairesse est important. Moi, je pense que c'est là où je dois avoir ce côté bienveillant envers la population. On a des enjeux, on a l'autoroute métropolitaine quand même qui passe. On a les avions qui survolent Saint-Michel aussi. Donc ça, c'est des choses qui ont des impacts sur la population au niveau de leur santé. Et il faut réfléchir à ça. Donc c'est important de dire, mais on a besoin de créer des espaces verts pour que les gens puissent venir respirer de l'air pur et peu à peu créer des endroits où on respire. Donc même juste en termes de l'air, de la qualité de l'air. Et donc, il y a la qualité de l'air, il y a la question du sonore. Les avions sont une nuisance sonore. Donc, c'est l'autoroute, on ne s'en rend pas compte. On vit tellement collé sur la 40 qu'on oublie qu'il y a du bruit. Ouais. Et donc, ça, c'est des choses auxquelles, moi, il faut que je réfléchisse. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour que les gens dans Saint-Michel aient une meilleure qualité de vie? Mais pour moi, on arrête de développer de façon industrielle la carrière. C'est d'investir sous les gens de Saint-Michel. Justement, pendant qu'on parle d'investir sous les gens de Saint-Michel, c'est quoi votre politique par rapport à l'immigration, l'intégration des nouveaux arrivants à Saint-Michel? Mais c'est un défi, mais je pense que c'est un beau défi. Et je pense, c'est pas juste que je pense, je vois surtout les jeunes. Et c'est les jeunes qui me donnent cet espoir-là et je vois tout ce qu'on fait en termes d'intégration. Les parents font ce qu'ils peuvent avec toutes leurs difficultés de devoir trouver un travail, maîtriser les langues d'accueil, etc. Mais quand je vois les jeunes, ils se parlent tous en français. Ils sont tous... Et le petit groupe de ce matin-là, maternelle 4 ans jusqu'à 9 ans, 3e année, et quand je ne sais pas comment le sujet est venu sur la table, mais là, soudainement, on a parlé de
d'où est-ce qu'ils venaient. Mais c'est pas venu de moi. Je sais pas comment est-ce qu'on en est venu à là. Puis là, une qui me disait, ah, moi, je suis née au Cameroun et en République démocratique du Congo. J'ai dit, mais non, mais ça, c'est impossible. Ah, mais ta maman vient de où? Et donc, on a démêlé tout ça. Puis une venait du Sri Lanka, une autre, donc, camerounaise, une autre ivoirienne, donc, Congo-Brazzaville, une haïtienne. Donc, c'était juste merveilleux de voir que tous les enfants parlaient français, étaient en train de faire leur peinture sur leur marqueur du jardin. Ça, pour moi, c'est ce qui se passe de riche dans Saint-Michel. Dans l'arrondissement, je vois des jeunes qui sont sur des skateboards, mais qui sortent de la mosquée et qui ont sous le bras le skateboard et ils vont au skatepark au parc Jarry. Mais tu te dis, non, mais c'est pas vrai. Mais oui, c'est vrai. Et j'ai vu des jeunes Sikhs avec leur turban jouer au hockey dans la ruelle l'été. Ça, c'est l'intégration. C'est merveilleux. Mais comment faire pour aider les parents de ce jeune-là? Parce que souvent, on sait que le jeune qui a grandi à Saint-Michel, à Montréal, le jeune connaît les ressources et le jeune est québécois, mais les parents qui viennent d'arriver, c'est une autre vie. Mais comment aider ces parents-là? Je vous donne l'exemple, un parent qui ne parle pas français, que son enfant va à l'école, en arrivant à la maison, il doit l'apprendre à faire ses devoirs. Mais comment aider ces parents-là? Mais bon, là, ça, c'est pas au niveau de l'arrondissement, mais nous, on appuie les programmes d'aide aux devoirs, notamment, mais c'est sûr que c'est en allant prendre des cours de francisation dans les différents centres. Pour les parents, parfois, les défis sont multiples et au fait innombrables, parce qu'il y a tout le choc, et il y a aussi pourquoi on a quitté. Il y a ça aussi, l'élément de... Les gens ne quittent pas leur pays, leur terre d'accueil, leur terre d'origine parce que c'est le fun. Souvent, on quitte parce qu'on n'a pas le choix. Ouais. Et donc, ça aussi, ça fait partie de panser les plaies, de se guérir. Et c'est pas toujours facile, mais quand on voit que les enfants s'intègrent, ça aide, je pense, beaucoup à se rendre compte... en tout cas d'aider. Alors, au niveau du décrochage scolaire, est-ce qu'il y a une politique ou un mécanisme qu'on veut mettre en place votre municipalité pour encourager les jeunes écoliers à retourner l'école pour pouvoir obtenir le diplôme secondaire ou autre? Ça, c'est au niveau plus des commissions scolaires et après ça du ministère de l'Éducation au niveau provincial. Nous, ce qu'on fait, c'est on cherche vraiment à s'assurer qu'on offre des activités pour que les jeunes puissent rester attachés. C'est-à-dire que quand un jeune fait partie, par exemple, d'un club de basket où il va jouer au basket, on sait où il est. À partir du moment où on sait où il n'est pas en train de traîner quelque part. Okay. Et donc, l'objectif, c'est de s'assurer que j'ai, par exemple, des plateaux sportifs, que j'ai des bibliothèques, qu'on offre différents types d'activités pour que les jeunes se raccrochent à quelque chose et qu'on sache où est-ce qu'ils sont. Parce que tant qu'il y a, après ça, un adulte avec qui ce jeune ado, ce jeune adulte est en lien, mais là, cette personne peut devenir une figure importante dans son cheminement. Et s'il faut l'aider à raccrocher. C'est ça que nous, on peut faire à notre niveau, au niveau de l'arrondissement, c'est d'offrir toutes ces opportunités-là. Et j'ai croisé un intervenant il n'y a pas longtemps dans Villeray. On a commencé à parler, puis il m'a dit « Mais oui, mais moi, j'étais dans le parc Extension. » Et puis là, on a parlé des jeunes, puis il m'a dit « Oui, moi, je me souviens de lui, puis il est encore là, etc. » Donc, les gens, même parfois, les intervenants n'ont même pas idée parfois de, quand ils quittent, l'impact qu'ils ont eu. Justement, pendant qu'on parle les intervenants et les structures aussi, quand on regarde les états des établissements du quartier, et c'est décourageant des fois. Et quel a été votre support pour pouvoir améliorer cette situation-là? Et aussi, on a parlé des intervenants. Qui dit des intervenants parle des organismes. De plus en plus, il n'y a pas de budget pour ces intervenants-là. Et quel est votre support, votre politique par rapport pour avoir amélioré? Je sais que vous dites qu'il y a certaines choses qui ne sont pas de vous, mais vous êtes quand même la mairesse de Saint-Michel. C'est à vous d'amener ça
un peu plus loin? On essaye le plus possible de dégager des fonds de différentes façons pour les organismes. Puis effectivement, le niveau communautaire fait des miracles avec peu. Et c'est souvent grâce à la dédication de tout le monde qui travaille là et des bénévoles qu'il y a des activités qui sont offertes. Ça, c'est la réalité. On essaye le plus possible d'ajouter des fonds pour venir pallier. Pas toujours facile. Et pour des infrastructures, on a refait la piscine, par exemple, au parc René Goupil. On travaille, mais on a un budget limité. Et ce budget, il faut s'organiser pour pouvoir le distribuer. C'est pas du tout facile. Et on n'est pas un arrondissement qui est riche. Sachez que pas tous les arrondissements ont le même budget. Et je vous invite à aller voir. Et notre arrondissement est un des arrondissements où on n'a pas le plus d'argent. Est-ce que vous avez les critères pour pouvoir distribuer à les arrondissements? Pourquoi il y a des arrondissements qui ont moins? Il y a c'est complexe. Il y a des arrondissements qui avant étaient des villes. Et donc, elles avaient des grands budgets. Et donc, ces budgets ont été maintenus. Et souvent, dans les villes, les anciennes, on va dire celles qui étaient rattachées à la ville de Montréal depuis le début, on est des quartiers centraux avec des problèmes beaucoup plus complexes. Et malheureusement, on n'a pas toujours les budgets qu'il nous faudrait pour pouvoir répondre de façon adéquate. Est-ce qu'on peut faire une plaidoirie pour cela? Oui, moi je l'ai fait, mais ce sont des calculs budgétaires complexes. Et c'est clair qu'il nous faudrait beaucoup plus d'argent parce que l'état de la situation est tel que... Les défis sont grands. Hein? Les défis sont très, 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 très grands. Mais ça, ça va au ministère des Affaires municipales, ces calculs-là, etc. Et au ministère du... Donc, c'est beaucoup plus complexe que même la Ville de Montréal. Ce sont des structures qui ont été mises en place et on vit avec ça. Et je vous ai posé la question par rapport à l'état des établissements du quartier. Est-ce que vous avez une politique ou un support que vous avez amené pour pouvoir améliorer? Parce que comme on dit, quand on regarde une école, si c'est du n'importe quoi l'établissement, du coup, le jeune se sent moins représenté par cette école-là. Et comment vous comptez aider les établissements du quartier à pouvoir améliorer? C'est sûr que, les écoles, ça, c'est la CSDM. Mais souvent, ce que j'entends, et parce que je vois un peu le milieu de la CSDM, souvent on entend, non, c'est pas la CSDM, c'est les autorités du quartier qui doivent donner aussi un peu de financement parce que la CSDM dit, OK, nous, on a fait notre part, mais ça a rapport par rapport à les autorités aussi. Ouais. Est-ce que je me trompe? C'est un peu plus complexe que ça parce que les bâtiments appartiennent vraiment, par exemple, notamment aux commissions scolaires. Nous, on peut louer parfois des bâtiments, mais après ça, c'est une question d'échange. Donc, les jeunes vont venir dans une piscine qui est municipale, etc. Donc, c'est un peu plus complexe, mais c'est sûr que nous, on ne peut pas financer la mise aux normes d'une école secondaire, par exemple. Okay. Nous, ce qu'on peut faire, c'est travailler, par exemple, les chalets de parc. S'assurer que les chalets de parc soient en état, que tout fonctionne. Que ça, c'est des choses qu'on fait. Donc, régulièrement, on s'assure que, par exemple, les chalets de parc, il y a un programme. Donc là, on va chercher de l'argent de la ville-centre, par exemple, pour s'assurer que nos chalets de parc soient périodiquement mis aux normes. Yeah. En fait, c'est qui a les vrais pouvoirs pour pouvoir faire changer Saint-Michel et les quartiers? C'est tout le monde. c'est qu'il faut que tous les paliers... C'est parce que les écoles, c'est la commission scolaire, le ministère de l'Éducation, les parcs, c'est l'arrondissement, l'emploi, c'est le provincial. Donc, c'est toute une série de paliers et on travaille ensemble, mais c'est très complexe, c'est lourd aussi. C'est pas comme si on pouvait faire comme chez soi et dire, OK,
je fais ça tout de suite, mais ce n'est pas le cas. C'est beaucoup plus complexe et de s'assurer que tous les paliers se parlent et s'arriment, c'est difficile. C'est pas impossible, mais on le fait, mais c'est complexe. Et dans le fond, c'est une question de manque d'argent ou même pas nécessairement de manque d'argent, mais c'est où est-ce que les différents paliers du gouvernement décident d'investir de l'argent ou pas et comment est-ce qu'on taxe les gens ou pas, etc. Donc, justement, j'aurais une belle question pour vous. On sait que Projet Montréal, Madame Valérie Laplante, c'était votre parti. Est-ce que, quand on parle de transport en commun, est-ce que vous avez l'impression que l'est de la ville de Montréal est plus négligé par rapport à les autres, à l'ouest? Ben, comment vous dire, moi, je pense que c'est important investir. Là, vous avez le SRB, la rue Pineuf, le boulevard Pineuf, maintenant, c'est tout un champ de construction, mais éventuellement, il va y avoir le SRB. C'est sûr qu'une ligne de métro vers l'est aiderait énormément Saint-Michel. Si on pouvait avoir une station dans le coin de Jarry 2e et une autre Pineuf Jean Talon, déjà là, ça aiderait. Un métro, évidemment, ou un train de surface, ça n'a pas forcément besoin d'être le métro, mais c'est clair qu'on a besoin de trouver des solutions qui offrent une option de déplacement beaucoup plus rapide. Donc, ça peut être le train, ça peut être un tramway. Il faut réfléchir à des solutions pour le désenclavement et pour permettre la mobilité des citoyens et des citoyennes. Et merci beaucoup, Madame Juliana, et la mairesse de l'arrondissement Villeray et Saint-Michel par extension. Et dans les jours à venir, les mois à venir, quels sont les projets de Madame Juliana pour l'arrondissement? Eh bien, c'est le logement. Ça, il faut vraiment qu'on trouve des solutions pour donner des accès vraiment à du logement social et abordable pour la population. Ça, c'est clé. Et réfléchir au désenclavement de Saint-Michel de façon collective et de voir aussi qu'est-ce qu'on va faire collectivement au niveau de la carrière Franco. Moi, je pense que c'est de trouver des mécanismes pour que collectivement, on réfléchisse. Moi, je pense que c'est ça la clé de tout et ça va faire partie des choses sur lesquelles moi je vais travailler. Ma dernière question, Madame la mairesse, quand vous aurez quitté l'administration publique, qu'est-ce qu'on va se souvenir de la mairesse? Qu'est-ce que la population de Saint-Michel pourrait dire que vous avez laissé, qui va quand même marquer, pour dire, bon oui, la mairesse Juliana a marqué Saint-Michel de cette manière. Qu'est-ce qu'on va voir qui va dire que vous avez laissé quelque part? Ben, moi, ce que j'aimerais, plus qu'un édifice ou autre, c'est que les gens de l'arrondissement aient trouvé des façons de se mobiliser et de se prendre en main et dire, nous, voici ce qu'on veut. Parce que plus ta population a ce pouvoir-là, a le sentiment qu'ils sont en droit de venir revendiquer, moi, je pense que c'est ça le legs que je veux, plus que de dire un tel édifice, une telle rue. C'est pas ça que j'ai besoin. J'ai besoin que les gens comprennent que c'est pas juste au niveau des élections et au moment des élections qu'on doit agir, mais comme citoyen et citoyen, c'est à tous les jours. C'est ça. Si c'était quelque chose, ça serait ça. Merci. Merci à vous. C'est parfait. Merci beaucoup et on aurait pu vous garder plus longtemps. Je sais que vous avez une réunion parce que nous avons beaucoup de questions et je vais me permettre de vous poser une dernière question. Oui. C'est par rapport au profilage racial. Oui. Mais par rapport au profilage racial, on voit que votre arrondissement Saint-Michel, et il y a quand même pas mal de difficultés par rapport à les autorités, les policiers, d'après le rapport qui a été sorti. Et comment vous prenez ce rapport? Ben, c'est sûr que là, il y a l'Office de consultation publique de Montréal qui est en train d'avoir des séances publiques. Et j'invite vraiment les gens à y participer. Je pense que c'est la meilleure façon d'expliquer ce que les gens vivent. Et plus... Il y a des choses qui sont systémiques.
Et cette commission soulève que le racisme est systémique. Donc, c'est comment est-ce qu'on fait pour... Est-ce que vous acceptez que, parce que souvent le problème, c'est qu'il y a des autorités qui n'acceptent pas que ça existe. Parce que pour régler un problème, faut savoir pour que moi, ça c'est clair existe. que ça existe. OK. C'est clair. Merci. C'est clair que le racisme est systémique. C'est clair. Et maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait pour... trouver des accès et c'est quelque chose qui doit se faire tout le monde ensemble. C'est pas, il faut que moi je travaille avec vous, il faut que vous travaillez avec moi, et il faut... On travaille de tous les autorités de l'arrondissement. De l'arrondissement à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et tout le monde a le droit de pouvoir travailler, de pouvoir avoir accès à tous les services de la même façon. Et pour moi, on ne devrait pas avoir à dire tu es de telle origine, tu ne parles pas le français, donc tu n'as pas accès, ou etc., etc. Donc, c'est comment est-ce qu'on travaille ensemble pour relever ce défi qui est un défi de taille, mais il faut le faire pour le bien-être de la collectivité et de la société au complet. C'est parfait. Et un dernier mot pour la population de l'arrondissement qui se sent des fois délaissée. Et souvent, quand on parle de Saint-Michel, on parle de le quartier le plus pauvre, on voit que la difficulté est vers l'avant. Et si vous avez un message à faire passer à cette population-là qui est très jeune, et aussi on ne va pas oublier aussi les aînés, ce serait quoi le message pour cette population? Mais premièrement, il faut toujours savoir d'où on vient, qui on est, pour pouvoir aller de l'avant. Donc, et ça, pour moi, c'est très clair. Il faut savoir qui on est. Et être fier de qui on est, et de nos racines et de nos origines. Et de partager cette fierté-là. Et c'est une richesse. Pour moi, c'est quelque chose qui est une richesse à partager. Et donc, d'être fier. Et je ne veux pas que les gens disent, mais je ne veux pas dire que je viens de Saint-Michel. Pour moi, venir de Saint-Michel veut dire que je viens d'un endroit où il y a une richesse incroyable de la population et où on partage tellement de choses, une communauté, un sentiment d'appartenance. Oui, et ça me fascine. Et ça me fascine. Et il y a des choses qui se passent ici qui ne se passent pas ailleurs. Ouais. Et donc ça fait partie. Alors on peut dire que Saint-Michel, c'est le monde, c'est la diversité. Maintenant, c'est à les politiciens de donner les chances à Saint-Michel. Oui. Yeah. Oui. Merci beaucoup, Madame Juliana. Et je sais que vous devrez quitter pour pouvoir aller à votre réunion. Un dernier mot pour nos auditeurs et auditrices. Mais en tout cas, continuez à écouter Groove Motion et réinvitez-moi. Il me fera vraiment plaisir de venir. Je pense que c'est important que les gens comprennent quelles responsabilités appartiennent au niveau municipal, au niveau de l'arrondissement. Oui, c'est important ça. Donc, je vous invite à me relancer parce que ça va être avec beaucoup de plaisir que je reviendrai partager les différentes... opinion. Oui. C'est donner l'accessibilité. Exact. Ce serait avec plaisir parce que nous avons beaucoup de questions souvent sur le terrain. Les jeunes, ils ont des questions même par rapport au parking et on voit que de plus en plus, on investit dans tout ce qui est les voitures électriques et quand on regarde à côté le parc Frédéric Bach, on parle de parc Champ-Doré et le parking, on donne souvent des tickets à 19h, à 20h pendant qu'il n'y a aucune voiture de la ville qui est stationnée. Je pense que c'est des trucs à changer, à travailler par rapport... Déjà, si on parle d'un quartier que les gens, ils n'ont pas vraiment les budgets, puis vous arrivez à 19h, 20h dans un parc qui a beaucoup de gens, vous donnez des tickets. Et je pense que c'est des trucs à travailler. Mais ça, il faut me les amener, toutes les problématiques. Hein, pas comme okay, ça, là. Je peux vous donner mon ticket? Non. Non, mais dans le sens que ça, ce sont des choses, si vous me partagez les préoccupations ou les problématiques, on pourra voir comment, en tout cas, voir comment est-ce qu'on peut y répondre.
Mais pas maintenant, d'autant plus que je suis en retard déjà pour Ah vous. oui, vous êtes en C'est retard. parfait. Merci beaucoup. Merci. On se dit à bientôt. À bientôt. Ok. Au revoir. Nous prenons une petite pause musicale et nous revenons tout de suite avec nos deux collaborateurs, David Chalot et David Nicolas. Nous sommes les seuls à proposer ça. Alors, restez à l'écoute. Regarde-moi, je suis la France d'en bas. Le chômage et la crise, mec, c'est moi qui la combat. Je vis au quotidien ce que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas, juste en bas de chez toi. Regarde-moi, ouais, regarde-moi, moi. Regarde-moi, ouais, regarde-moi, moi. J'ai grandi loin des milieux aisés, avec des parents qui ne parlaient pas un mot français. Des problèmes financiers, obliger le daron à rentrer du chantier avec le dos cassé, pour être sûr de ne plus croiser les huissiers, pour pouvoir les aider. J'ai taffé au lycée, car on m'a toujours dit que le diplôme ramenait un métier. J'ai passé mes soirées à bosser d'arrache-pied, jusqu'au jour où je réussis mes examens avec succès. La fierté de la famille, j'étais la lueur d'espoir pour enfin leur faire quitter la cité. Mais malgré mon CV, toutes les portes se fermaient. Ils disaient trop qualifié, moi je dirais trop basané. Je me suis mis à bosser, agent de sécurité. C'était provisoire pour assurer l'arrivée du bébé. Mais les années passées, les factures entassées, je suis rentré dans une banque à goulet et j'ai crié: regarde-moi, je suis la France d'en bas. Le chômage et la crise, mec, c'est moi qui la combat. Je vis au quotidien ce que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas, juste en bas de chez toi. Regarde-moi, ouais, ouais, regarde-moi, moi. Regarde-moi, ouais, ouais, regarde-moi, moi. J'ai grandi loin des milieux aisés, complètement français, de parents divorcés à cause d'un père au penchant alcoolisé. J'ai dû stopper les études pour mieux aider la maman à payer les couches de Johanna, ma petite sœur à moi, mon bijou, mon karma, celle qui me redonne le sourire quand ça va mal. Je la voyais déjà, médecin ou avocat, mais le destin a fait pour ma sœur un autre choix. À 16 ans, un bébé, un loyer à payer, le père qui s'est barré, de peur d'assumer, des dettes plein le cerveau, toujours pas de boulot pour payer le lait, les couches de ce petit marmot. Elle se met à teaser pour pouvoir oublier, le neurone explosé à force de fumer. Un soir de juillet, le ventre plein de cachets, sur le répondeur des pompiers, elle se met à crier: regarde-moi, je suis la France d'en bas. Le chômage et la crise, mec, c'est moi qui la combat. Je vis au quotidien ce que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas, juste en bas de chez toi. Regarde-moi, ouais, ouais, regarde-moi, moi. Regarde-moi, ouais, ouais, regarde-moi, moi. J'ai grandi dans un milieu aisé, famille en bourgeoisie. Je suis l'héritier d'une famille richissime dans le 16e. Délégué dans une école privée, diplômé sans forcer, grâce au don annuel de mon padre. Toujours bien sapé, Dior, Armani ou bien Dolce. Je fais le tour du monde en jet. Nous sommes les seuls à proposer ça. Alors, restez à l'écoute. Des narines enfarinées, je collectionne les nanas, les belles Rihanna, célibataire ravi, je l'avais dit à Joanne. Vous écoutez la récréation sur Groove Station Canada. Il m'a dit qu'il était de moi et qu'il fallait l'assumer. Bien sûr, je l'ai Présentement, on écoute Regarde-moi des Sopranos. plein de cachets pour la calmer. Je suis parti voir mon banquier, un gars. On avait en entrevue la mairesse de l'arrondissement Villeray Saint-Michel Parc Extension. Le chômage et la crise, mec, c'est moi qui la combat. Je vis au quotidien ce que tu ne Et on revient sur le plateau avec nos deux collaborateurs. On va avec David Nicolas. Nicolas, justement, par rapport à le livre de Maxime, tu vas nous parler de quoi? Bon, évidemment, comme vous savez, j'ai apporté toujours des rubriques à cette émission. Mais il y a quelques jours que j'ai fait un voyage dans le livre de Maxime Victor, 40 ans de prison ou 5 ans de travail forcé. Cette stratégie pour bâtir une entreprise à succès. Mais il y a quelque chose qui m'a intéressé, c'est à la page 35 quand il traite la question de business. Je crois que c'est important parce que moi, j'ai toujours discuté avec des personnes au sujet de l'entrepreneuriat ou d'autres domaines. Il a dit quelque chose d'important. Mais justement, avant d'embarquer avec ce qui est très important dans ce livre-là, est-ce qu'en 2 secondes ou quelques secondes, tu peux nous parler c'est qui Maxime Victor? Bon, en fait, si je regarde évidemment ce livre, je crois que c'est un coach.
C'est un formateur, c'est un Exact. conférencier, auteur, entrepreneur. Mais c'est un livre qui est écrit dans un français tellement facile. Et je pense que tous ceux et jeunes qui lisent ce livre, ils vont pouvoir comprendre rapidement. Mais ce qui m'intéressait, c'est quand il traite le chapitre de l'individu. Il a dit quelque chose, c'est important quand il dit tu veux devenir entrepreneur, alors c'est extrêmement important que tu en connaisses plus sur le monde des affaires. C'est pas seulement entrepreneur. On ne peut pas voir quelqu'un faire des choses et puis tu penses que tu vas embarquer pour faire la même chose. Et les gens refusent de s'instruire dans le domaine, dans un domaine quelconque. Par rapport, ils disent bon, j'ai fait ça depuis longtemps et j'ai pas besoin de formation pour ça. Pour certaines qualités et des compétences. Oui, parce qu'il faut apprendre. Parce que ce qui est retenu dans ce chapitre-là, si vous voulez faire quelque chose, il faut être formé dans le domaine. Il faut avoir une formation, il faut fréquenter les gens qui sont dans le domaine. Et c'est quelque chose, beaucoup des gens dans notre communauté, ils font ça très souvent. La Mais personne dit, j'ai fait ça depuis très longtemps, j'ai pas besoin de formation pour ça. Mais justement, Non. est-ce que souvent les gens commencent par quelque chose par passion, mais après cette passion-là doit transformer, d'aller chercher la formation qui va te permettre Là, d'arriver. c'est ça. Il y avait une discussion comme ça au XVIIe siècle français, là, les génies. Parce qu'on peut avoir un don, mais un moment est arrivé, le don doit être discipliné. Exact. Le don doit être discipliné. C'est pour ça il y a la formation. C'est pour ça là est là également. Donc, en ce sens, quel que soit dans un domaine quelconque, on veut faire carrière, il faut avoir une formation, il faut s'instruire. Les gens n'aiment pas s'instruire, mais ils veulent dire, bon, je vais imiter. Le fait que tu vois quelqu'un réussir rapidement dans une chose, et tu penses que même si tu as les moyens, hein, mais si tu n'es pas formé pour connaître quelles sont les problématiques qui se trouvent dans ce domaine-là, vous pouvez commencer avec succès. Dans quelques instants, l'échec est tout près de vous et c'est là. Donc, j'ai fini pour dire par rapport à ce que c'est un ouvrage. Bientôt, je vais revenir sur cet ouvrage. Mais dans ce chapitre-là, je pense que c'est important de dire aux gens, avant, si vous avez une passion pour un domaine, il faut s'informer. Exact. Et il faut être formé, s'informer et se former dans le domaine avant de pouvoir se lancer. Dans quel que soit le domaine artistique, culturel, politique, il faut s'informer. Sinon, on va avec une vitesse et puis on échoue rapidement. Comme on dit, la connaissance. Je suis très d'accord, puis j'aime les deux sujets que vous avez amenés, plutôt les mots, la passion et l'information. Parce que juste avec l'information, c'est pas assez. Parce que si on va dire que moi j'ai une compagnie, je prends ma compagnie, puis je veux que mon fils aussi, comme s'il continue après que je pars ou que je prends ma retraite, Exact. il faut qu'il ait la même passion. Parce que s'il y a juste l'information et pas la passion, il va pas faire L'intérêt ne sera pas le même. Exactement. Je pense que c'est les deux, c'est l'amour puis la formation. C'est important. Exactement. Merci beaucoup, David Nicolas. Est-ce que c'est possible de nous redire le titre de ce livre-là? Bon, je crois que c'est de Maxime Victor, mais bientôt je vais revenir entièrement sur son ouvrage, faire une analyse complète. C'est 40 ans de prison ou 5 ans de travail forcé. En fait, il y a 7 stratégies qu'il a données pour bâtir une entreprise à succès. Maxime Victor. Merci beaucoup. Nous prenons une petite pause de quelques secondes et nous revenons avec David Chalot pour notre chronique de sport. Nous sommes les seuls à proposer ça. Alors, restez à l'écoute. Le pays va mal. Mon pays va mal. Mon pays va mal. De mal en mal. Mon pays va mal. Avant ne parlait pas de nordistes ni des sudistes, mais aujourd'hui tout est gâté, l'armée est divisée. Et oui, on revient sur le plateau avec notre chroniqueur sportif David Chalot. David Chalot, justement, aujourd'hui, tu vas nous parler de beaucoup de choses. Le tennis, la NBA, le soccer. Alors, on te laisse le micro. Oui, ça a vraiment, comme je disais tout à l'heure au début de l'émission, ça a vraiment bougé à Montréal. Les coins de Villeray, Parkex, même moi quand j'avais travaillé là, le métro était plein. Puis j'aime ça voir ça, tu sais, ça montre que le monde pour le tennis, ils vont se passer pour le sport, pour les événements à Montréal, le monde sont présents. En fait, quand tu parles de la Coupe Rogers. Exactement. Avant d'aller dans la Coupe Rogers, je vais commencer avec les nouvelles de la MLS. Il y a eu de l'action en fin de semaine. L'Atlanta United versus New York City. Ça a fini 2-1 pour Atlanta.
DC United a joué contre les LA Galaxy, ça a fini 2-1 pour DC United. Philadelphia Union versus les Houston de Dynamo, ça a fini 2-1 pour Philadelphie. Los Angeles Football Club contre les New York Red Bulls, ça a fini 4-2 pour les Los Angeles Football Club. Le samedi passé, l'Impact a affronté les Chicago Fire. Malheureusement, l'Impact a perdu d'un point, ça fait 3-2 pour le Chicago Fire. Maintenant, on tombe dans le tennis. Il y avait les demi-finales en fin de semaine. Rafael Nadal devait jouer contre Gaël Monfils. Malheureusement, Gaël Monfils a dû se retirer de la compétition à cause d'une douleur qu'il a vue à la cheville et au talon d'Achille au match précédent. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait déjà les douleurs, mais pendant qu'il jouait le quart, tout athlète pourrait le dire, quand on est chaud, il y a l'adrénaline, tu es dans le match, ces douleurs-là, tu ne les sens plus. Exact. Mais quand le match finit... C'est là qu'on le sent. Exactement. Je pense qu'il y a la situation de Serena. Je ne sais pas si je te dépassais un peu. Juste un peu. Mais quand ça arrive aussi, il y a Serena aussi qui a dû se retirer de la compétition pour un mal de dos. Mais je pense qu'elle, quand c'est arrivé, c'est que en tant que compétitrice, même malgré la douleur, elle a essayé de jouer dessus la douleur, mais elle n'a pas été capable de finir le match. En fait, quand elle jouait contre Bianca, qui est une Canadienne québécoise, une jeune de 19 ans. Oui, exactement. Quand on regarde ce match-là, en tant que compétiteur, je peux voir aussi que Andrea va prendre la coupe, mais elle a gagné, mais elle n'a pas gagné en jouant, en battant Serena. C'est par défaut qu'elle a gagné. Sur tant que compétiteur, c'est sûr que c'est une victoire à moitié. Ça prouve qu'elle a pu se rendre de là, mais elle n'a pas gagné la coupe vraiment. En même temps, je suis d'accord avec toi, en même temps aussi de voir une jeune de 19 ans, une Canadienne, et aussi la façon qu'elle a été voir Serena Williams, je pense que c'est vraiment extraordinaire. Et Bianca, je pense qu'elle a beaucoup de chance devant elle à 19 ans. Puis je pense que j'écoutais un documentaire qui disait que je pense qu'elle était comme 214e, puis présentement elle est à peu près dans les vingtaines. Ouais, qui fait qu'en peu de temps, c'est une autre vie pour elle, c'est une autre façon de faire qui fait qu'on la félicite et on aime ça de voir nos Canadiennes qui se distinguent ainsi. Exactement. Puis que ça aussi, comme tu as dit, 19 ans, il reste beaucoup de temps. Puis lorsque tu es arrivé contre Serena en finale, ça en dit déjà beaucoup sur elle. Je pense que c'est un défi qu'elle voulait avoir, puis c'est pas la dernière fois qu'on entend parler d'elle. On retourne chez les hommes. La finale a été jouée contre Rafael Nadal et Daniil Medvedev. Nadal l'a remporté en 2 manches. Maintenant, on va sur la NFL. Il y a un sujet qui a parlé beaucoup durant cette fin de semaine, Antonio Brown. Ce qui arrive, c'est que la NFL a banni des anciens casques. Maintenant, les joueurs doivent jouer avec des nouveaux casques. Des nouveaux casques. Exactement, des casques pour jouer les matchs. Ce qui arrive, c'est que ces casques-là, c'est des meilleurs casques que les anciens. C'est-à-dire donc qu'ils vont prévenir les commotions. Puis ce qui arrive, c'est que Antonio Brown, lui, a mis son pied à terre, puis a dit que lui, il ne voulait pas jouer avec les nouveaux casques. Et puis s'il doit jouer avec les nouveaux casques, il va se retirer, il ne va pas jouer. Finalement, il y a... Mais quelles sont les raisons pour ne pas jouer avec quelque chose qui pourra te protéger? Ça, c'est vraiment... Quand je regarde, moi, je pense que c'est plus une préférence. Parce que même Tom Brady, qui a donné son opinion dessus, oui, il n'aime pas les nouveaux casques, mais c'est les nouvelles règles, alors il s'adapte. Mais moi, je pense que c'est plus un confort dans le casque le nouveau, que l'ancien avait, que le nouveau n'a pas. Et puis par rapport à ça, ce que je peux remarquer, c'est que maintenant les joueurs, que ce soit NBA, NFL, peu importe, depuis qu'il y a un problème ou qu'il y a quelque chose qui les dérange, ils sont capables de faire parler leur opinion. Puis Antonio Brown, ça a fait parler pendant toute la fin de semaine. Jusqu'à aujourd'hui, on en parle. Alors on va suivre toutes ces informations-là pour vous sur Groove Station Canada. On va pouvoir vous amener les suites. Oui, maintenant la NBA, KD qui a finalement donné une interview par rapport à tout ce qui s'est passé. Kevin Durant. Oui, il a parlé de sa blessure, puis tout ce qui se passait dedans. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est que la game qu'il a joué, le match qu'il a joué contre les Raptors, la game 5, il devait jouer. Ça a toujours été le but de revenir pour ce match-là. Est-ce qu'ils l'ont forcé? Il dit non. Mais quand j'entends... Parce que c'est un match sans retour. Oui, sans retour. Puis aussi, quand tu entends ses coéquipiers comme un ancien coéquipier comme André Iguodala qui va à la radio, qui dit que quand il était blessé, il y avait une fracture au genou. On dit que c'est juste une petite blessure qui pourrait revenir. Mais quand il parle, puis il explique que quand tu as tes coéquipiers qui viennent voir, et les Uno, ça va bien.
quand tu penses que tu vas revenir. Ouais. Là, tu sais, Puis tu sais, ce match sans retour, il y a beaucoup de pression. exactement. Puis tu sais, demain, t'arrives, t'as ton coach qui vient te voir qui te dit hey, ça va mieux, tout ça. T'as le patron, là, tu sais, le chef, pas le chef, mais tu sais, le GM qui vient te voir. Qui te demande est-ce que ça va. Exactement, tu sais. C'est peut-être pas une pression, mais tu Ça n'a sens. pas été direct, mais indirectement, on t'a demandé de jouer. Est-ce que tu te sens prêt parce qu'on n'a pas d'autre solution? Exactement. Mais tu sais, j'apprécie qu'il vienne et qu'il dise qu'il n'y a pas été. Il n'y a pas eu de pression, mais c'est sûr que l'atmosphère avait une pression, mais il n'a pas ressenti, il a été sans pression. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Et puis, il a parlé aussi des fans de Toronto quand il s'était blessé, puis que toute la foule a commencé à crier de joie. Puis il a dit que, tu sais, par rapport à ça, il disait que les Raptors, c'est la dernière fois qu'ils reviennent en finale. Puis, Non, mais c'est normal. Quand tu es fanatique et ton rêve, c'est le meilleur joueur de cette équipe-là, si tu t'entends que ce joueur-là est blessé, tu vas être content, entre parenthèses. Tu veux pas que ce gars-là il reste tout le temps blessé, mais pour ce match-là, tu veux gagner. C'est logique, c'est normal. puis moi, je pense que qu'est-ce qu'il y a eu, c'est que le monde a crié de joie parce qu'ils se sont dit que, tu sais, sans KD, les chances sont encore plus hautes de gagner. Exact, c'est Parce que normal. Avec KD, seul Dieu sait qui se pourrait arriver. D'après moi, je pense que KD est là. Toronto peut gagner peut-être un match, 2 matchs, mais c'est Golden State qui aurait gagné. Par la suite, il y avait aussi une nouvelle règle qui était arrivée dans la NCAA par rapport aux agents qui voudraient représenter des joueurs qui voulaient aller tester le repêchage, comme la NBA. Les nouvelles règles, c'était quoi? C'est que les agents passent 4 ans à l'école, qu'ils ont un bachelor, un bac, puis par la suite, tu sais, faire un test, payer des frais. Puis quand les règles sont sorties, des joueurs comme LeBron James et d'autres ils ont fait parler leur opinion. Ouais. Puis ils ont fait paraître, ils ont parlé parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que l'agent de LeBron James, qui est Rich Paul, Il a pas fait tout ça. exactement, il n'y a pas de diplôme. C'est quelqu'un qui a eu par son expérience, s'est rendu où ce qui s'est rendu. Puis maintenant, il y a des gros joueurs avec lui comme LeBron, Anthony Davis, Ben Simmons, John Wall. Il y a tous ces gars-là avec lui. Puis ce gars-là, il n'y a pas tous ces diplômes-là. Pour ça, puis tu sais, LeBron James, lui, qui a vu tout ça, a appelé cette règle-là de Rich Paul Rule. Comme si c'était pour vraiment le tasser des joueurs. Ceux qui n'ont pas eu de l'opportunité d'aller à l'école, mais on va dire pour plus les coins qui sont plus riches. Exactement. Qu'est-ce qui arrive, c'est que même Rich Paul qui a répondu à la question, il a dit qu'il est d'accord avec certaines règles. Que oui, les agents qui approchent ces jeunes-là doivent avoir l'expérience. Ils doivent avoir un minimum. Quand même. Mais quand tu dis qu'il a un diplôme, un bac, c'est pas tout le monde qui a l'opportunité à l'université. Surtout aux États-Unis, on va parler au Québec, au Canada, c'est une situation à part. Mais surtout aux États-Unis, quand on regarde, c'est pas facile d'aller au collège. Surtout quand tu n'as pas eu un scholarship, qu'on a parlé avec McDaniel. Quand tu n'as pas un scholarship, une bourse d'études, aller à l'école, c'est pas aussi facile. Alors que si maintenant on met une règle comme ça, ben ça vient de nous reculer encore plus maintenant pour avoir ces... Et déjà, si le gars n'était pas un joueur, parce que souvent, ce qu'on a remarqué, c'est que c'est le sport qui va aider le gars à finir ses études. Exactement, parce que quand on parle, j'ai oublié c'était quoi les prix, mais quand tu as une bourse, puis tu es capable d'aller chercher 4 ans d'études, puis de graduer pour aller chercher un travail, c'est sûr que ça t'aide, contrairement à que si c'est tes parents qui devaient payer. Ou qui Ça devient plus difficile. Exactement, puis par après, quand ils ont revisité la règle, à ce qui paraît maintenant, que j'ai lu, ils ont retiré la règle qui devait avoir un bac, un bachelor, comme ils disent aux Qui États-Unis. fait qu'ils ont joué avec... Juste avant de te laisser terminer, on a vu que le premier match des Raptors de Toronto, ils vont jouer face à l'équipe de Zion qu'on a connu dans la NCAA. T'en penses quoi? Qu'est-ce que je pense, c'est plus... qu'est-ce qui va arriver, c'est que les fans de basket, ils vont être contents parce que c'est un nouveau groupe qui arrive aussi. Il faut pas oublier qu'il y a Lonzo Ball, John Hart et Brandon Ingram qui viennent de Los Angeles Lakers. 3 bons jeunes joueurs qui vont venir aussi. Puis Zion, je l'ai vu, j'étais allé voir jouer quand il était venu à la Place Belle avec Duke. Et puis, c'est un phénomène. Un monstre, comme on dit. Exactement, c'est un phénomène. Puis, qu'est-ce que c'est avec ce gars-là? Il a juste 18-19 ans. Il a tout le potentiel pour se développer dans la NBA. Puis, il va faire... Pardon. Les gens qui vont venir le voir jouer ne vont pas être déçus. Car c'est un joueur, quand il joue, je l'ai vu jouer, il donne tout ce qu'il a. Puis c'est le moment quand il donc là, toute la foule se lève parce que c'est l'énergie qu'il dégage est incroyable. Puis je pense que c'est une bonne chose pour ces jeunes-là de se montrer, mais parce qu'ils vont affronter les champions. Puis je pense que c'est pas le défi de Toronto. Je pense que le défi de Toronto cette année, c'est vraiment de montrer qu'ils sont capables de faire les séries éliminatoires et puis se rendre le plus loin qu'ils peuvent. Exactement. Merci beaucoup. Et tu voulais ajouter de quoi? Une petite nouvelle. Comment il s'appelle encore? Serge Ibaka, qui a été au Congo.
Avec la coupe, j'ai vu la photo. Après Chris Boucher qui l'a amené à Montréal, c'est à lui de l'amener en Afrique. Exactement, puis il explique que le restaurant où il allait manger, c'était là qu'il venait, puis il venait mendier pour avoir de la nourriture. Puis aujourd'hui, il est capable de s'acheter un plat dans ce restaurant. Wow. Aujourd'hui, c'est lui qui amène la coupe dans ce restaurant. Exactement, puis c'est donner l'espoir aux jeunes de l'Afrique. Quelle belle histoire. Nous prenons une petite pause musicale juste avant le dernier mot de la fin avec nos collaborateurs. Nous sommes les seuls à proposer ça. Alors, restez à l'écoute. J'aime pas ta gueule, Mr. Grand Gueule. Mr. Grand Gueule, rends-moi un service, ferme ta sale gueule. Mr. Grand Gueule, rends-moi un service, ferme ta sale gueule. Si tu n'as rien à dire, tais-toi. Tais-toi. Si tu n'as rien à faire, casse-toi. Casse-toi. T'as pas le monopole de la bêtise. T'as pas le monopole de la sottise. Tu crois que t'es cool, mais t'es con. Tu crois que t'es cool, mais t'es con. T'es le roi des cons. Mr. Grande Gueule, rends-moi un service, ferme ta sale gueule. Mr. Grande Gueule, rends-moi un service. L'homme Alpha Blondy, justement, avant de finir avec l'émission de la récréation aujourd'hui, on va tester nos deux David. Vous connaissez Alpha? Ah, bien sûr, hein, mon père là, quand on conduisait sur les routes pour aller à New York, c'est ça qu'il mettait. Puis Alpha Blondy, je l'aimais parce que ça comme Tupac, moi j'ai toujours aimé ces jours-là qui te poussent à réfléchir. Exact. Tu sais, comme il y a plusieurs musiques qu'il va jouer, puis il va dire pourquoi tes choses sont arrivées. Il te pousse à réfléchir. Il t'amène à la réalité, tout ce qui est social. De ton côté, David? Moi, je pense que ces derniers temps, ces artistes ont porté la problématique des Noirs, la problématique de l'Afrique, de Noirs en général. Je pense que moi, je le vois d'un côté engagé. C'est un homme engagé vraiment. Est-ce que de plus en plus, on n'est pas en train de perdre cette culture-là des artistes engagés avec des textes? Évidemment, parce que tout simplement, c'est une question de business maintenant. C'est une Money question talk. d'argent. Les gens n'ont pas le temps de réfléchir, de poser les problèmes sociaux, politiques, économiques à travers la musique, puisqu'ils sont artistes. Et parce que dans chaque domaine, on peut poser la situation suivant dans quel domaine que tu es. Mais aujourd'hui, comme c'est le cash money, c'est le matu vu, donc les gens n'ont pas le temps de réfléchir sur les vrais enjeux. Vous regardez, toutes les chansons sont sentimentales maintenant parce que c'est la sensation, c'est une façon d'attirer le public, mais pas poser les vrais problèmes, malheureusement. Puis je suis très d'accord avec David. Ce qui arrive, c'est que c'est vraiment ça, c'est business, l'argent. Ouais. T'as un bon son, t'as un bon instrumental, t'as deux, trois paroles là. Dans le club là, let's go. Exact. Guys, merci beaucoup. Nous avons passé un beau moment ensemble. Le dernier mot pour nos auditeurs et auditrices, on commence avec David. Mon cher, je pense que c'est une très bonne émission, que je vous encourage davantage, les Unions, à amener des personnalités pour que le public sache exactement ce que font ces gens-là. Et je crois, et comme mon conseil au public, c'est toujours de aller vous informer et vous former davantage. Exact. Ça, c'est vraiment important, parce que ça va vous aider à avoir la vie beaucoup plus grande. Merci. Et aussi de ne pas avoir peur d'aller chercher les informations, de frapper à leur porte, parce que ces personnes-là qui sont élues, ils sont là pour les citoyens avant tout. Exactement. Et David, le dernier mot pour nos auditeurs? Eh bien, moi, c'est comme que vous avez tout dit, c'est l'accessibilité que la mairie nous a donnée. Être disponible pour répondre à nos questions, puis il n'est pas gêné de répondre à nos questions. Puis c'est vraiment peu importe ce que vous aimez là, parce que je pense que la message, c'est d'avoir une passion, puis quand tu as ta passion, c'est t'informer sur ta passion. Parce que sans la passion, je sais pas. Exact. Tu as besoin de la passion, puis structurer cette passion-là. Évidemment, c'est ça. Les structures. Merci beaucoup et on vous donne demain pour une belle émission encore pour la récréation. Nous avons des invités de marque et nous avons de la visite directement du Gabon. Et alors, nous allons avoir une belle émission demain. On vous donne rendez-vous sur Groove Station Canada. On vous laisse en musique. Nous sommes les seuls à proposer ça. Alors, restez à l'écoute.
salauds ont mis le feu à mon paradis. Les salauds ont mis le feu au paradis. Ces salauds ont mis le feu à mon paradis. Les salauds ont mis le feu au paradis. Journalistes, pyromanes, politiciens, mythomanes, avec les prêtres corrompus et les imams vendus, ils sont bêtes et méchants. Ils ont mis le pays à feu et à sang, bêtes et méchants. Ils sont bêtes et méchants. Ils ont mis le pays à feu et à sang, bêtes et méchants. Ils s'en foutent de toi et moi. Ils s'en foutent de toi et moi. Ils s'en foutent de nos parents. Ils s'en foutent de nos enfants. Les salauds ont mis le feu à mon paradis. Ces salauds ont mis le feu au paradis. Ces salauds ont mis le feu à mon paradis. Les salauds ont mis le feu au paradis. Les salauds ont mis le feu à mon paradis.